Féminisme. Nous allons maintenant écouter la journaliste et auteure Victoire Tuaillon, que je crois on peut appeler une grande voix du féminisme, parce que son média est principalement le podcast, avec notamment 2 podcasts qui se sont intéressés aux hommes et à l'amour. Les couilles sur la table, une longue série d'entretiens sur la masculinité, la construction de la masculinité. Et ensuite, le cœur sur la table, qui s'est penché sur nos relations amoureuses et intimes. En appelant à la révolution romantique, chère Victoire, vous partagez les préoccupations de Mona Chollet. Comme elle, vous êtes une journaliste engagée et vous cherchez à donner un sens politique et collectif à des questions qui sont souvent restées dans les sphères intimes et privées. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous écoute. Chère Mona Chollet, nous nous connaissons bien, mais je vais pendant une petite dizaine de minutes vous voyez. C'est un vous de respect, c'est un vous d'estime et d'admiration, un vous de jeu aussi dans cet exercice un peu formel qui consiste à chanter vos louanges de façon posée, claire et argumentée, quand en fait, tu sais déjà Mona, enfin vous savez déjà Mona Chollet, à quel point j'aime réinventer l'amour. J'aime le réinventer tous les jours, mais j'aime aussi profondément réinventer l'amour. Ce livre, je l'ai lu en une nuit, juste avant sa sortie. Vous le savez, Mona, parce que le 24 juillet à 9h du matin, une pluie d'emojis a déferlé sur l'écran de votre téléphone, entremêlés d'adjectifs comme « génial, super, j'adore, mais tu es merveilleuse, fantastique », avec tout plein de mots en lettres majuscules. Comme votre livre mérite évidemment mieux que des ribambelles d'emojis, je remercie la Fondation Charles Veillon de me donner l'occasion de développer les raisons pour lesquelles Réinventer l'amour est un grand livre, un livre nécessaire, courageux, audacieux et puissant. Mona, je vais vous dire vous comme je dis vous parfois à mon amoureux quand j'ai des choses tendres à lui dire. Et oui, en bonne fille hétéro complètement croque, je parle de mon amoureux dès que j'en ai l'occasion. Mais bon, là, ça a quand même un rapport avec notre sujet. Et puis, vous m'avez définitivement décomplexée, vous qui vous présentez comme une irréductible midinette, vous qui nous donnez donc à toutes le droit à la sentimentalité et le droit d'assumer que oui, aussi important que soient des vrais sujets sérieux sur lesquels il conviendrait d'écrire de gros essais, comme la politique, la mort, la guerre, le sens de la vie, les préoccupations sentimentales prenant une place considérable dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos conversations, il s'agirait enfin d'en faire cas, au lieu d'en avoir honte, et de rejeter ces sujets comme futiles ou bébêtes. Comme vos précédents essais, Réinventer l'amour est un livre nécessaire et qui tombe à pic. Le livre dont nous étions beaucoup à rêver et dont nous sentions que nous en avions besoin. Besoin, oui, puisque la lutte contre les violences sexistes et ce formidable renouveau féministe que nous connaissons depuis quelques années nous font comprendre à quel point nous sommes nombreuses, et peut-être nombreux, je le crois, à souffrir de cette culture amoureuse dominante que vous qualifiez de morbide, conformiste et misogyne. Nous méritons mieux que ces scénarios convenus qui, je vous cite, produisent d'un côté une créature sentimentale et dépendante aux demandes tyranniques qui surinvestit la sphère affective et amoureuse, et de l'autre, un escogriffe mutique et mal dégrossi, barricadé dans l'illusion d'une autonomie farouche qui semble toujours se demander par quel dramatique manque de vigilance il a bien pu tomber dans ce traquenard. Seulement, il y a le comprendre, le pressentir, et être capable de le formuler en des termes clairs et accessibles, ce qui, j'en sais quelque chose, n'est pas une mince affaire. Celles et ceux qui vous lisent, vous le disent et vous le répètent, vos livres, ce livre, changent leur vie. Et comme me le disait encore une jeune femme au bar hier, c'est un livre dans lequel il faut faire des pauses, le temps d'assimiler certaines de ses vérités, certaines phrases salvatrices, des phrases éclairs, des phrases qui valent bien 5 ou 10 ans de thérapie. Des phrases comme « Le discours convenu selon lequel la libération croissante des femmes aurait ruiné les relations amoureuses implique d'ailleurs un aveu.
notre organisation sentimentale repose sur la subordination féminine. Ces phrases, elles sont d'autant plus fortes que vous nous préparez à les recevoir en tissant patiemment votre récit à partir de sources variées, populaires et savantes. Ainsi, dans vos livres, il y a toujours des histoires tirées de séries télévisées, des citations de philosophes, des extraits de magazines, des anecdotes personnelles, des tweets. Et cette manière caractéristique de votre écriture, que j'aime, que j'admire dans tous vos essais, qui permet que chacun, chacune se sente incluse, je la trouve admirable. Elle me fait songer à cet artisanat quelque peu méprisé, parce que féminin, encore une fois, qui est celui du patchwork. Ma grand-mère adorait ça, et moi j'adorais la regarder faire, récupérer toutes sortes de petits bouts de tissu qui n'avaient l'air de rien, séparés les uns des autres, mais qui trouvaient leur beauté, leur noblesse, en étant mis en relation sur une forme géométrique. Et c'est l'effet que me font vos livres. Des grandes couvertures chatoyantes, multicolores, confectionnées avec intelligence, dans lesquelles il fait bon se lever. Réinventer l'amour est aussi un livre courageux et dur et terriblement lucide sur la violence qu'on dit amoureuse. Vous nous prévenez dès l'introduction, en amour, comme dans tant d'autres domaines, le déni ne nous sauvera pas. Car dans la violence que subissent les femmes, nous le savons, la majorité a lieu dans la sphère privée et le plus souvent dans le couple. Et cela concerne tous les milieux, toutes les classes sociales, toutes les origines, tous les âges. En Suisse, un sondage de 2021, c'est un sondage, pas une étude, mais tout de même, fait par l'Institut Sotomo, a mesuré que 42% des femmes interrogées étaient concernées, maintenant ou dans le passé, par des violences subies au sein de leur couple. Or, notre société préfère encore trop souvent le déni. Vous écrivez qu'elle s'étourdit de comédies romantiques, tandis que les squelettes s'entrechoquent dans les placards du patriarcat. Et ces placards, vous les ouvrez. Ce que font les féministes, et vous avec, c'est montrer en quoi ces violences ne sont pas des exceptions, des ratés, des incidents regrettables, des fatalités. C'est ainsi, boys will be boys, les hommes ça aime les steaks et la guerre, et puis il faut les comprendre, les pauvres. Non, ces violences amoureuses sont provoquées par notre socialisation de genre qui nous éduque méthodiquement à être dominant ou dominé, à avoir le droit légitime à la violence ou à être condamné à la subir, à confondre l'amour et la domination. Et j'admire votre courage, car je sais, pour les avoir contemplés moi-même en travaillant sur ces sujets, dans quels abîmes psychiques peut plonger la lecture prolongée d'innombrables récits de violence. À quel point il peut être désespérant de constater encore et encore combien notre culture entretient la confusion entre la violence et l'amour. Oui, la seule façon que nous ne les confondions plus, c'est l'éducation féministe. Et votre livre y contribue. Nous avons besoin et de livres comme le vôtre et des politiques de grande ampleur d'éducation antisexiste et de prévention des violences et de prise en charge des victimes et des auteurs. Voilà aussi pourquoi l'amour, c'est un grand sujet politique et voilà aussi pourquoi votre essai est un grand essai politique. Ce sujet, vous ne l'affrontez pas seul, vous convoquez pour analyser cette violence amoureuse et les voies qui nous permettront d'en sortir, nombre d'autrices et de penseuses. Et avec une grande générosité, vous les citez, et parfois vous les contredisez, et cela fait partie du plaisir donné par vos livres, cette sensation qu'en les ouvrant, on se retrouve téléporté dans un salon avec toutes sortes d'esprits brillants, et d'assister à la conversation que vous menez entre Bell Hooks et Eva Illouz, en rendant grâce à Alice Coffin et à Monique Wittig, puis en revenant à Voltairine de Cleyre pour honorer ses idées. Il y a deux choses que j'admire dans cette manière de faire. Premièrement, la façon dont vous faites ainsi rejaillir la lumière sur d'autres essayistes, là où tant d'hommes ayant écrit ces dernières années sur le féminisme sont persuadés d'avoir tout pensé tout seuls. Et puis, contrairement à ce qui se pratique dans l'esprit de salon, votre refus de céder à la méchanceté, à la moquerie ou à l'aigreur. Vous êtes capable de sarcasme, on devine à quelques saillies bien senties que vous pourriez être blessante, mais plus vous avez eu de lectrices, plus votre pouvoir a été grand et plus vous avez été précautionneuse dans votre façon de l'utiliser. Et cela aussi, je le trouve admirable. Vous me faites l'effet d'une triple championne de boxe qui déciderait de devenir une yogini, une adepte de yoga,
qui, au lieu d'anéantir ses adversaires, retiendrait ses coups, les regarderait calmement et les inviterait plutôt à méditer avec elle pour faire cette révolution par la douceur dont vous parlez souvent. Enfin, chère Mona Chollet, votre livre est admirable parce qu'il nous donne à nous, ses lectrices et lecteurs, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles perspectives. Je suis sûre que déjà la lecture de votre livre a provoqué des centaines, des milliers de divorces et de séparations. Bravo! Et que vous allez continuer à semer la pagaille dans des couples qui n'avaient plus rien d'amoureux. Félicitations et merci. Et puis que votre livre contribue à cette grande crise de l'hétérosexualité que j'appelle de mes vœux, et je ne suis pas la seule, une crise tellement énorme que d'ici quelques décennies, je l'espère, les hommes menhirs, comme vous les appelez, froids, mutiques, virils, ne feront plus fantasmer personne. Une crise de l'hétérosexualité tellement grosse que nous serons tous et toutes armés pour reconnaître des comportements toxiques, et que peut-être, dans quelques siècles, je l'espère si fort, les mots hommes et femmes n'auront même plus de sens, pas plus que l'hétérosexualité d'ailleurs, que nous en serons tous et toutes définitivement sortis. Il me tarde aussi de savourer tous les films, les romans, les chansons que votre essai va générer, où seront enfin relatées des histoires d'amour originales, au lieu de ces sempiternels amours qui passent pour sublimes alors qu'elles sont juste immatures et malheureuses. Enfin, votre livre est magique, Mona. Une autrice que nous aimons toutes les deux, Annie Ernaux, a écrit dans son merveilleux livre « Les années » que, à chaque moment du temps, à côté de ce que les gens considèrent comme naturel de faire et de dire, à côté de ce qu'il est prescrit de penser, autant par les livres, les affiches dans le métro que par les histoires drôles, il y a toutes les choses sur lesquelles la société fait silence et ne sait pas qu'elle le fait, vouant au mal-être solitaire ceux et celles qui ressentent ces choses sans pouvoir les nommer. Silence qui est brisé un jour brusquement ou petit à petit, et des mots jaillissent sur les choses enfin reconnues, tandis que se reforment au-dessous d'autres silences. Et à l'évidence, Mona, tu as cette magie, vous avez ce don, faire jaillir des mots sur ces choses enfin reconnues qui nous faisaient souffrir. Et il me tarde de savoir quels nouveaux silences sont en train de se reformer et quels nouveaux silences vous allez à nouveau briser, contribuant ainsi à nous libérer, tous et toutes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Après ces éloges et ces magnifiques commentaires, une grande voix, tout court, je crois, Victor. Merci beaucoup pour ce beau texte. Je remets le prix européen de l'essai à Mona Chollet, avec tous nos remerciements. Merci.